Résistants, soyons-en convaincus, il est contre-productif d'essayer de vouloir convaincre. La vérité est un cheminement personnel. La seule chose que les plus avancés peuvent faire, c'est de partager leur expérience pour humblement tenter de faire gagner du temps aux moins avancés d'entre nous, dans le respect et la bienveillance. Car insister, mépriser ou insulter ne mène finalement qu'à l'effet inverse. Ce que nous pouvons faire, agir ensemble, tels des phares pour guider aussi loin que notre lumière diffuse, et non pas simplement briller et éblouir comme un vulgaire gourou. Nous pouvons faire gagner un peu de temps, certes, mais soyons conscients que l'expérience ne s'accumule pas en moins de temps qu'il n'en faut pour l'acquérir. Revenons sur le voile du contrôle mental. Pourquoi est-ce donc si compliqué de faire accepter certaines évidences ? Soyons d'abord honnêtes avec nous-mêmes. Depuis notre enfance, nous avons été hypnotisés, lobotomisés, conditionnés, manipulés, et nous pouvons même dire contrôle mentalisé. En premier lieu, nos parents. Première victime, nous faisant reproduire les schémas conventionnels établis auparavant par les institutions étatiques, telles que les médias, l'industrie du divertissement et la politique. Tout ceci au travers de la télévision, de la radio, des journaux, de la publicité, des films, séries, etc. Nous faisons confiance à nos parents qui eux-mêmes ont malheureusement été programmés par l'État. Cette confiance s'étendra naturellement aux diverses autorités dites compétentes qui prendront le relais pour entretenir ce conditionnement. Nous ciblons la sacro-sainte science, celle qui permet de justifier tout ce qui les arrange, les technocrates autoproclamés, sachant devant l'Éternel, ainsi que les pontes de la justice du fameux et fumeux cadre légal. Toutes ces techniques de manipulation découlent des recherches sur le contrôle mental, autrement appelé Projet Monarque ou MKUltra, initiés par la CIA, encore et toujours les mêmes aux manettes. Rappelons que l'hypnose collective est le fruit d'une stratégie d'influence très puissante. Qu'on se le dise, nous sommes tous victimes de ces manipulations. Certains ne s'en rendront jamais compte, d'autres refuteront cette possibilité d'être ou d'avoir été manipulés, alors qu'une poignée tentera de désinstaller ce logiciel que l'oligarchie s'emploie à nous installer dès notre plus jeune âge. Peut-on alors se proclamer, comme on l'entend souvent à tort, éveillé ou réveillé ? La réponse n'est pas si évidente car nous sommes tous ce que l'on appelle dans le milieu des candidats mandchous. Un candidat mandchou est un individu qui a subi un lavage de cerveau et qui a été programmé sous hypnose. Le terme vient de l'intitulé du roman de Richard Condon en 1958, adapté 2 fois sur le grand écran. De la même manière que c'est montré dans le roman et dans les films, de tels individus font théoriquement de parfaits espions, car ils ne sont pas conscients de leur mission, de l'identité de leur supérieur ou des actes qu'ils commettent sous l'influence de l'une de leurs autres personnalités. Car un des grands principes du MKUltra est celui de créer des alter-ego, soit des entités multiples dans un seul et même corps. Se référer au film Split, qui exprime parfaitement le trouble dissociatif de l'identité. Ce qui paraît être de la science-fiction est bel et bien de la programmation mentale. Le cerveau pouvant être hacké comme n'importe quel système, notre ADN étant du code. Encore plus vicieux, l'ego lui-même se programme. Adapté à notre humble niveau d'esclave plus ou moins consentant de la République française présidence, le terme mandchou signifie un individu ayant subi un conditionnement lui permettant d'incarner ce que le système attend de lui. En somme, un consommateur mondialiste, déspiritualisé, parfait gardien du système et de la théorie officielle, n'ayant aucune conscience de ce que nous résumons par le terme d'iveraineté. Comme le dit si bien Pierre Hillard, ils ont réduit l'homme à un simple estomac prolongé d'un sexe. Bien souvent, les mandchous agissent malgré eux contre les opposants au système, car ils ont précisément été programmés pour entretenir ce système. Pouvons-nous donc en vouloir à ceux qui soutiennent que la picouse peut sauver l'humanité ? À ceux qui persistent désespérément en politique ? À ceux qui pensent que l'État leur veut du bien ? La question n'est pas si vite répondue.
Notons qu'il n'y a pas plus manchou que celui qui pense ne pas l'être. Voici un exemple de manipulation et d'ancrage de ce contrôle mental. Nous mettons notre cœur à expliquer et guider vers la stratégie d'émancipation collective, avec comme levier majeur la réappropriation du surnom légitime, soit agir en fonction de ce qu'implique dans nos vies cette fameuse fraude du nom légal. La plupart du temps, l'auditoire se trouve subjugué lorsque nous présentons la fraude du nom, la création de la monnaie dette, l'approche stratégique pour y remédier ainsi que ses tenants et aboutissants. Ce qui a tout de même pour effet de remettre en question les fondements d'une société basée sur la tromperie et la dépossession. Autant dire qu'il s'agit là de la plus grosse arnaque de l'histoire, une gigantesque fraude qui légalise et légitime toutes les autres. La métaphore est la suivante. Nous présentons tout ceci à Marty, un individu lambda, ayant une conscience relative de la situation globale. Marty a un voile noir et opaque devant les yeux, tel un rideau de plomb l'empêchant de voir la réalité. Le voile du contrôle mental. La raison d'être de l'essor des résistants, en premier lieu, est de lui lever ce voile pour lui faire voir cette autre réalité, qui bien souvent, après quelques explications, finit par résonner en lui comme une évidence. Marty sait à présent qu'il a été trompé et qu'il est possible d'y remédier. Nous pourrions nous en réjouir, mais quelques minutes après l'exposé, le voile que nous retenions finit par retomber devant ses yeux. Et Marty reprend son quotidien en ayant comme oublié ce petit moment de lucidité qu'il venait d'avoir. Nous y sommes. Le voile du contrôle mental vient parfaitement de jouer son rôle. « Allô, McFly, y a quelqu'un au bout du fil ?» Bon, il semblerait que l'on ait perdu Marty. L'ego, préalablement programmé, se retrouve bousculé. La dissonance cognitive, elle aussi bien connue pour nous faire bugger. Nous en arrivons simplement au fait de ne pas saisir la dimension ni l'importance de ce qui a été exposé et finalement de laisser échapper ce que de toute évidence l'État oppresseur et esclavagiste ne souhaite absolument pas que nous prenions conscience. Là où l'affaire se complique, pour notre prise de conscience, c'est que tant qu'un individu a besoin que quelqu'un lui écarte son rideau de plomb devant son visage, nous pouvons considérer qu'il n'est pas l'heure pour lui. Convaincre, c'est tenter d'écarter ce voile sur lequel nous n'avons aucune prise. Seule la conviction personnelle lèvera ce fameux voile du contrôle mental. Après tout, comme disait Edgar Hoover, l'individu est handicapé en se retrouvant face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. Handicapé, le mot n'est pas anodin. Ce contrôle de l'esprit nous a conditionnés et donc placés dans l'acceptation de notre misérable condition de simple sujet de ce système esclavagiste, dans l'incapacité de voir et de comprendre les évidences, dans la croyance paradoxale de l'espèce humaine, soi-disant au sommet de son évolution, mais proportionnellement tout aussi déspiritualisée. D'entrée de jeu, le système nous a écartés de notre raison d'être, de notre pouvoir créateur, de notre confiance en nous et globalement de la conscience de soi. Les maîtres du jeu nous ont programmés pour que l'on soit bien adapté au bonheur qu'ils nous ont fabriqué. 4 murs de béton, baignade dans la 5G, le bruit, la pollution, se délectant de malbouffe et faisant fi de leur tristesse et de ces non-sens par la prise de diverses drogues. Ils ont même réussi à nous faire croire qu'il était quasiment normal de tomber malade, que c'était dans l'ordre des choses. L'humain vieillit et finit par défaillir. Il suffit de voir le peu d'estime que nous nous portons à nous suffire de rien, à accepter les miettes d'une oligarchie qui s'est accaparé tout le gâteau, à errer sur cette terre sans questionnement majeur, en remettant notre confiance à des bourreaux, en passant notre temps à des futilités, en tombant dans le divertissement à outrance, à attendre qu'autrui fasse la démarche à sa place, à attendre le sauveur, la providence ou que sais-je encore. Bref, du pain, des jeux et la messe est dite. L'homme est en permanence conditionné par autrui. Tant qu'il se croit heureux, il ne remet pas en cause ce questionnement. De Bernard Weber. Il serait d'ailleurs dommage de ne pas citer également Gunther Anders, qui écrivit cette réflexion prémonitoire en 1956. Ouvrons les guillemets.
Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques comme celle d'Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l'éducation, pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif, surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements abrutissants, flattant toujours l'émotionnel, l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, avec bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de s'interroger, penser, réfléchir. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité, de la consommation devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur qu'il faudra entretenir, sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions matérielles nécessaires au bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un produit, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité, son esprit critique, est bon socialement. Ce qui risquerait de l'éveiller doit être combattu, ridiculisé, étouffé. Toute doctrine remettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Fermons les guillemets. Prémonition ou connaissance des mécaniques d'asservissement. Quoi qu'il en soit, il y a là matière à taper du poing sur la table. Et s'il en était autrement ? Et si nous décidions tous ensemble de renverser le plateau d'un jeu où nous sommes systématiquement perdants ? Et si nous reprenions confiance en nous pour faire ressurgir ce pouvoir créateur, ce pouvoir de sortir de la torpeur pour enfin devenir acteurs ? Nous avons tous, sans exception, la possibilité de tout faire changer. Ce qu'il faut, sortir du tourbillon de l'espoir pour entrer dans la dynamique du vouloir. Vouloir faire changer notre destinée, c'est déjà 50% du chemin réalisé. Partagez, agissez et faisons-les tomber.